Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude en compagnie de Doko. Salut tout le monde. Et on est là pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie qui va être consacré aujourd'hui au dernier film de Steven Spielberg. Ready Player One. Non, Pentagon Papers. Merde. Alors Pentagon Papers, de quoi ça parle? Alors donc ça prend en contexte la guerre du Vietnam et le bordel dans lequel les Américains sont plongés dedans parce qu'en fait cette guerre ils ne la gagnent pas et les instances supérieures le savent en fait et donc toute la trame principale est basée sur le fait qu'en fait des journaux en fait vont découvrir un certain rapport qui a été rédigé depuis pas mal d'années qui dit justement, sa conclusion du rapport c'est en fait on la gagnera pas cette guerre. Et donc en fait ils essayent de révéler justement ce rapport et en fait le gouvernement est pas très joasse, hein, donc il se réfugie derrière la sécurité nationale, révélez pas des détails secrets, tout ça. Et donc en toile de fond on a l'interdiction des journaux, est-ce qu'ils ont le droit de le dire, la liberté de parole, tout ça, le premier amendement. Et l'histoire principale, en gros, c'est le Washington Post et quelque part le New York Times. À l'époque, en fait, le New York Times avait commencé à révéler ce fameux dossier, sauf que la Cour, enfin pas la Cour suprême, mais le juge les avait obligés l'État avait mandaté le procureur général de New York, en fait. Pour les empêcher de continuer à révéler, et du coup, c'est le Washington Post qui s'était mis à récupérer le bébé. Voilà. Et tout le film est axé là-dessus et sur ce qui va advenir de tout ça. Alors ouais, Steven Spielberg, c'est quand même le genre de mec qui, une fois qu'il a fini un film, il fait « ça va mettre combien de temps en post-production 10 mois à peu près. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pendant que c'est un autre film, hein? Est-ce que vous avez un scénario pour moi? Bah oui, tenez, on a ça. Ce mec est ouf. Steven Spielberg, c'est vraiment le pape du cinéma américain. Attendez, je crois que Meryl Streep et Tom Hanks sont disponibles. C'est ça. C'est le genre de mec qui comme on le disait, on l'a déjà dit. C'est comme Guillermo del Toro, il a toujours des projets en cours. Il a toujours 1 milliard de trucs sur le feu. Et, on attend Tintin, Steven. Hein. C'est ça. Peter, hein. On attend Tintin. On attend Tintin. Tintin 2, donc ça serait gentil de... Mais Steven Spielberg, de toute façon, c'est le genre de mec qui... Le jour où il meurt, il aura encore 18 projets sur le feu, donc ce mec est ouf. On va parler du film directement. Alors on va évacuer ce qui me semble évident. Oui, le scénario est très bien. Franchement, c'est super bien écrit. On va passer directement en fait à la mise en scène de Spielberg. Et je l'ai vu directement. Au bout de 3 scènes, tu fais, voilà, il y a plus d'inventivité que dans 50% des autres films que je vois. C'est-à-dire qu'il y a plus de mouvements de caméra, de fluidité. Mais juste dans des scènes de dialogue, que dans des films d'action. C'est-à-dire qu'on en a parlé la semaine dernière, 24 heures limite, tout ça, et tu dis, le mec arrive et il fait un film où il n'y a pas d'action, entre guillemets pas d'action. Il n'y a pas d'explosion, pas de course-poursuite, pas de méchante, pas de machin, voilà. C'est des explorations de salles de rédaction. C'est des salles de rédaction. Un peu comme Newsroom pouvait le faire, hein, si vous n'avez toujours pas vu Newsroom, on vous le conseille. Voilà, mais en fait c'est vraiment ça me fait vraiment penser à Newsroom. Et il y a ce côté complètement dynamique de la caméra, la caméra fait plein de trucs, il me semble que la caméra ne fait jamais rien en fait. Même un bête champ contre champ, il va essayer de plonger ou en fait, quand elle est fixe, il y a des fois où elle est fixe. Mais quand elle est fixe pour une raison. Elle n'est pas fixe juste pour dire mettez-vous là, jouez, voilà, je mets la caméra, ramène-moi les beignets. Non, c'est vraiment quand la caméra est fixe, ça raconte quelque chose, le fait qu'elle soit fixe. Sinon, dans la salle de rédaction, c'est toujours en mouvement. La caméra est toujours en train de faire des travelling de ouf entre les allées pour suivre un personnage. Derrière, en fond, on voit toute une espèce de fourmilière de journalistes comme ça. Et il y a des moments sur grue, il y a des moments ou des travelling sur grue et tu fais... Voilà, et le mec fait ça avec une aisance. C'est Spielberg, le mec arrive et il fait... Pas de souci, mais moi je fais ça tout le temps. Au bout de 10 minutes du film, tu as déjà vu plus de choses en termes de mise en scène que dans 50% des autres films que tu vois. Et puis surtout, tu as des cadres, je veux dire. Il y a une scène où il y a un journaliste qui est, même si elle est répétée, mais tu as un journaliste qui est sur des cabines de téléphone public. Je veux dire, tu as un grand angle. Le gars avec sa cabine publique, s'il prend un quart du cadre, c'est un miracle. Ouais. Et il voit tout le reste de la rue. Et puis tu peux dire qu'avec Spielberg, c'est pas fait pour rien. Alors qu'un autre réal bateau, il va dire « Oh, bah, je vais poser ça là. » C'est ça. C'est qu'au début, ouais, vous avez le personnage donc, de Bob Odenkirk. Voilà, le gars de Better Call Saul. Voilà, Better Call Saul, Breaking Bad. Tout ça. Et il est, en fait, il cherche à joindre la source. Et il est dans il prend ce téléphone public. Et en fait, il le cadre
il est tout petit dans le cadre parce qu'il y a cette suspicion de paranoïa. À un moment donné, même, il y a deux voitures de flics qui passent et tu les vois arriver au loin, elles ont les sirènes et en fait elles passent à côté. Et parce qu'il veut essayer de filmer cette ambiance un peu de paranoïa. On va être filmé, on va être écouté, les autorités essayent de nous piéger, etc. Et puis après, dès qu'il commence à parler, eh ben vous avez la caméra qui se rapproche de plus en plus parce que on va être sur le personnage, le côté vraiment discussion secrète. Et il n'y a que ça, et c'est vraiment, vraiment cool, ça fait plaisir de voir un film qui, en plus, le film est un format, ça doit être je sais pas si c'est du 4 tiers complètement, mais en tout cas, il y a on avait les barres sur l'écran, il y avait les barres de parce la que droite et à gauche. ça doit être filmé avec, dans un format typique des années 70 en fait. Et La photographie, enfin, même si j'ai pas connu les années 70, mais la photographie m'évoque ces années-là en fait. C'est pas désaturé, il y a un poil plus de couleurs que dans tout ce que peut faire DC, Batman, Superman, Man of Steel. Il y a un poil plus de couleurs, il n'y a pas le grain que peut faire Snyder, mais ça reste quand même assez gris. Et je trouve, je sais pas pourquoi ça m'évoque tout de suite cette époque-là, quoi. Ben c'est surtout que ça évoque cette époque-là. Comme les gars fument tout le temps, ça complète, quoi. C'est vrai que les personnages fument souvent, et du coup, tu vois beaucoup de fumée, le fait que ce soit gris. Enfin, c'est pas non plus complètement désaturé comme tu dis, voilà. Mais il y a vraiment cette ambiance. Il y a vraiment cette ambiance oppressante en fait. J'ai trouvé ça marrant au tout début, le gars quand il prend le rapport, en fait, t'as son bureau, t'as la lumière. Puis tu vois, d'abord t'as les lens flares et tout de la lumière, et puis après tu vois, il part plus loin dans la pièce et tu vois la lumière qui pète de son bureau, quoi. Ouais. C'est même niveau de lumière, il travaille et tout, les couleurs, les lumières, les cadres, la réal. Et on a un réalisateur devant ce film. Et mon Dieu. Ça fait super plaisir et on en parlait du coup en ressortant, on parlait de Newsroom, on disait mais c'est vrai que ça me fait penser à Newsroom parce qu'il y a ce ping-pong entre les acteurs avec ces dialogues qui tac 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 tac. Mais surtout qu'il y a une scène où ils sont 7 au téléphone. Ouais, alors cette scène-là est géniale. À un moment donné, ils sont 7 au téléphone parce qu'à l'époque, si vous aviez sur une même ligne et puis que tout le monde avait le téléphone, vous pouviez parler en même temps. Comme c'est des grosses baraques, il y a genre 5 téléphones dans la baraque. Et du coup, il y a genre 3 personnes qui parlent dans une maison à 3-4 autres personnes dans une autre maison et ça donne une scène qui est ultra dynamique. On entend des gens qui parlent, paf, on passe un autre personnage, tac, on passe un autre perso. Alors que tout est filmé quasiment que du côté de Meryl Streep. Ouais. Même si on rebalance de temps en temps sur Tom Hanks, parce que très clairement, en fait, il y a deux personnes à suivre, une troisième avec le gars de Better Call Saul, mais il y a essentiellement deux personnes à suivre. Il y a Tom Hanks, qui est le rédac-chef, le chef éditorial du Washington Post, et il y a Meryl Streep, qui est la propriétaire. Elle a ses propres problématiques, c'est-à-dire que le Washington Post va entrer en bourse. Donc elle doit surveiller tout ce passage-là, s'amuser avec le conseil d'administration, qui essaie de lui dicter sa vie, mais en même temps non, elle a ses petites soirées. Et en parallèle, il y a Tom Hanks justement qui doit débusquer le scoop, qui doit faire avec ses journalistes et tout. Et en fait, ça n'arrête pas de s'entrecroiser parce que forcément les gens, Tom Hanks doit donner des comptes à Meryl Streep, et Meryl Streep doit de temps en temps demander des trucs à Tom Hanks. Et puis aussi il y a le fait que le personnage de Meryl Streep est ami avec une des personnes incriminées dans le dossier. Parce que c'est ça aussi le propos du film, c'est que à cette époque, la collusion entre les médias. Et pour moi, il y a vraiment deux thèmes forts dans ce film-là. C'est-à-dire, c'est le redonner, redorer le blason de la presse, rappeler ce rôle de chien de garde du pouvoir qui aujourd'hui a tendance à s'effacer. On le voit en France, mais aussi aux États-Unis, encore plus avec Trump, etc. It's fake news, guys. Fake news, guys. Fake news. Et il y a vraiment le côté, les médias servent à ça, rappelez-vous. Il y a vraiment le côté, rappelez-vous à quoi ça sert. Surtout qu'à la fin, oui, alors nos pères fondateurs ont dit, bah blablabla. Et puis c'est vrai que cette histoire a débouché derrière sur la fameuse histoire du Watergate qui a mené à la démission de Nixon. Et ça, tout le monde s'en rappelle. Et donc, du coup, ça fait écho aussi avec des choses récentes où on parlait, ça discutait d'impeachment, donc de destitution de Trump à un moment donné, etc. Et il y a toujours ça qui travaille. Et puis, en parallèle, il y a aussi, et ça, c'est d'actualité aussi, une réflexion sur le rôle de la femme dans la société, puisque Meryl Streep est propriétaire donc, du journal. Mais dans les années 70. En gros, c'est une femme perdue dans un monde d'hommes. Et à la fin, elle prend la décision de publier ou non. Et du coup, ça fait d'elle vraiment presque une pionnière. Et on la voit. Surtout qu'à la fin, en fait, elle sort du tribunal. Il y a un plan en fait où elle traverse pas une hola, mais bon, il traverse une hola de femmes, quoi.
Oui, il y a vraiment, ouais, voilà, ils sortent il y a cette scène où ils sortent du. Alors je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça à l'époque, parce que sur les marches du tribunal, je pense pas qu'ils avaient séparé les hommes et les femmes, mais elle passe par le chemin où il y a que des femmes autour d'elle, quoi. Le plan est très symptomatique parce que vous avez d'une partie les hommes du New York Times qui s'arrêtent en haut des marches et qui répondent aux journalistes, et derrière vous avez donc tous les journalistes voilà, qui sont derrière, et puis donc Meryl Streep passe sur le côté, et en fait non seulement elle passe donc au milieu d'une grande travée de femmes, mais en plus c'est toutes des hippies en fait. Pas toutes, parce que tu en as qui sont quand même bien propres sur elle et tout, qui sont plus âgées, mais effectivement il y a une majorité. Il y en a une majorité qui a le style hippie en fait typique de ces années-là, donc de la guerre du Vietnam. Et il y a vraiment dans le travail de Spielberg une volonté de pointer du doigt aussi en fait tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire que la presse, le rôle des femmes, et puis juste rappeler voilà, la guerre du Vietnam, parler de la guerre, parler des mensonges du pouvoir, etc. Il y a tout ce travail de dire n'oubliez pas que voilà, on n'est pas surtout qu'il rappelle gros, t'es gentil au gouvernement, mais moi j'envoie mes enfants là-bas, et toi en parallèle tu me bourres le mou, quoi. À un moment donné, je t'ai envoyé mes gosses, quoi. Donc, hein. Si depuis le départ vous saviez qu'on allait perdre, pourquoi on a continué d'envoyer nos gosses, et pourquoi il y a des gosses qui sont morts pendant toutes ces années? Et donc oui, il y a vraiment toute ça ausculte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de pans de la société américaine. Très clairement, le travail sur le personnage de Meryl Streep et le travail de Meryl Streep sur son rôle montre très clairement une évolution. On la découvre comme une femme pas forcément sûre d'elle, mais dans un cercle intimiste intérieur, on va dire. Ça va, elle gère, parce qu'elle répète en fait ses notes avec son plus fidèle conseiller, et elle s'en sort bien. Mais après, elle arrive dans un bureau rempli d'hommes, où il y en a juste un qui lui prête un minimum d'attention et qui l'aide et qui montre qu'il a lui aussi potassé le dossier. Mais en fait, pendant toute la réunion, elle essaye d'en placer une. Et même quand elle arrive à en placer une, alors c'est fait exprès, elle parle pas trop fort non plus, elle n'est pas sûre d'elle, elle a oublié ses notes, elle a s'il vous plaît. Mais très clairement, tu vois que les gars à l'autre bout de la table, qui sont pas forcément loin, hein, mais au bout de la table, les gars, ils en ont rien à battre. Et même ceux qui font partie de son conseil d'administration, hein, ils sont dans leur petite réunion d'hommes entre eux, et puis elle parle pas, ils s'en foutent, quoi. Puis petit à petit, on voit, même dans les réunions, ça m'a étonné, parce que je pensais qu'elle est quand même propriétaire. Donc dans le petit dîner en fait qu'elle organise, le premier qu'elle organise, on voit que les nanas partent toutes, même elle. Je suis là, même elle reste pas. Oui, c'est vrai. C'est vraiment la société de cette époque, mais petit à petit, elle s'affirme auprès de son conseiller, qui au bout d'un moment, elle n'arrête pas de lui demander qu'est-ce que je fais. Lui, pas à son insu au tout début, il prend les rênes à sa place parce qu'il voit qu'elle galère, donc il le prend. Et au bout d'un moment, en fait, il s'efface, elle prend de plus en plus d'ampleur. Donc tu vois tout le travail qui est fait par rapport à ça, et ça c'est quand même vachement bien. Et je pense que c'est ce qui va plaire aussi quand même à pas mal de gens aux États-Unis et partout dans le monde, parce que c'est pas un mouvement réservé aux États-Unis par rapport aux droits des femmes, mais très clairement, c'est là-dessus qu'est le travail de Meryl Streep, alors que le travail de Tom Hanks est plus justement concentré sur la presse. Voilà. Et finalement, c'est ça qui est ouf de se dire, c'est que Spielberg arrive à être déjà ultra pertinent. Bon, le scénario évidemment n'est pas de lui, mais arrive à prendre un scénario, à le sublimer avec des images, tout ça en te disant que quelque part il fait entre guillemets, il n'y a jamais de petit film, mais il fait un petit film. Il fait vraiment, j'ai fini Ready Player One, je m'occuperai bien là un petit peu. Et le mec, tu dis, quand il fait juste des films, entre guillemets, pour s'occuper, parce qu'il doit attendre, il dit, je vais le faire, vous avez pas un petit truc pour moi intéressant? Ah, ça c'est cool, ouais, on va le faire. Et tu dis, derrière, le mec fait un film qui est juste impeccable sur tous les points. Il sait le réaliser, il sait le cadrer, il sait l'éclairer, il sait comment diriger ses acteurs, il sait quoi traiter et comment le traiter. Le gars, malheureusement, on ne devrait pas s'époustoufler pour ça, parce que normalement c'est la base de tous les films, comme n'importe quel autre chroniqueur de cinéma peut vous dire. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, on n'a pas tout le temps ça, quoi. Clairement, mais on est loin d'avoir tout le temps ça, sinon on ne gueulerait pas sur les mauvais films qu'on va voir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au-delà des scénarios qui peuvent nous plaire ou pas nous plaire ou quoi que ce soit, mais des fois juste, il y a aucune, la lumière est dégueulasse, les cadres sont pas travaillés, la mise en scène c'est vraiment le niveau zéro. Voilà quoi, à un moment donné tu fais waouh, des fois même les bases il n'y a pas, et donc du coup quand tu arrives sur un Spielberg qui est excellent en tout point, tu es là, tu fais génial, une autre quoi, t'as vraiment une autre, attendez ça arrive dans 3 mois, super. Parce que même il y a des plans Nixon,
même ça, c'est pas anodin, quoi, parce qu'en fait, le gars, si vous voulez, il y a une grosse vue de la Maison Blanche. La Maison Blanche, ouais. Mais de très loin, comme si on l'épiait du bâtiment qui est à l'autre côté de la rue, quoi. Et en fait, c'est cadré sur la fenêtre de Nixon, et puis tu vois l'ombre de Nixon de dos, il est au téléphone. Puis là, c'est ça. Et d'ailleurs, j'aime bien ce traitement-là, parce que du coup, ça présente en fait un antagoniste au film. C'est le docteur d'enfer, hein, c'est l'inspecteur Gadget. C'est vraiment cette espèce de figure ultra patriarcale, c'est le chef, presque le dictateur quelque part qui est dans l'ombre et puis qui va se faire avoir Mais les quelques plans où il y a, ça fait vraiment juste le fait de ne pas directement le montrer. Ils auraient pu tomber dans le truc et le montrer directement, de discuter avec ses conseillers, mais finalement c'est pas important, c'est juste une menace diffuse. C'est presque le monolithe noir, tu vois, c'est une menace presque abstraite. C'est Nixon de loin, comme s'il était, c'est pas Nixon la personne, c'est le pouvoir qu'il représente, et même ça c'est bien foutu. Donc franchement non, Pentagon Papers, vous filez le voir tout de suite, vous arrêtez ce que vous faites, il est 3h du matin, c'est pas grave, vous arrêtez tout, vous enfilez un calbar et vous allez au cinéma le plus proche. Vous allumez votre application Gaumont Pâté, puis il sera 8h parce qu'elle est buggée comme pas possible, ça marche pas, donc vous aurez mis 5 heures à vous dépatouiller pour réserver votre place. Voilà, mais en tout cas, vous filez voir le dernier Spielberg, c'est un immanquable. Et voilà, on n'a pas suffisamment de Steven Spielberg, donc quand il fait un film, on va le voir tout de suite. Et voilà, ce numéro de Il était une fois la vie est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous mettez des pouces bleus, vous laissez des commentaires, vous partagez la vidéo et surtout vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Pensez à mettre à cliquer sur la petite clochette pour être notifié quand on a des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis sur ce, eh bien ma foi, on va vous laisser, on va vous dire bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, que sais-je encore. Sur ce, des bisous, portez-vous bien. Et voilà. Et voilà.